Bonjour à tous, c'est Luc, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une série de vidéos. Donc aujourd'hui, je vous retrouve pour le premier épisode de cette série de vidéos qui va tourner autour de que faire après avoir effectué une première expérience en finance. Donc par exemple, aujourd'hui, on va parler quelles sont les évolutions de carrière après avoir effectué quelques années en M&A. C'est une question qui m'a été posée en commentaire parce que justement, j'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne YouTube en parlant des différents métiers en finance et quels métiers vous correspondent le mieux. Et on m'a demandé, ok, mais si j'ai ensuite envie de faire un autre métier, est-ce que c'est possible? Quelles sont les différentes évolutions si je fais du contrôle de gestion, de l'audit, du private equity, etc. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du M&A et dans les vidéos qui vont sortir, je vais vous parler des autres métiers en finance dont j'ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Donc cette vidéo sera divisée en, il me semble qu'il y a environ 4 à 5 slides. Vous allez voir, c'est sous format slide. Bon, ne me jugez pas trop. C'est vrai que je vais parler du fait de faire des belles slides sur ma chaîne YouTube. En l'occurrence, j'ai essayé vraiment de faire quelque chose de très synthétique que vous pouvez prendre en screenshot. Il n'y a pas de schéma, il n'y a pas de couleur, ça va droit au but, mais au moins c'est efficace et c'est l'objectif de cette vidéo. Donc, comme j'ai dit en introduction, aujourd'hui on va parler du M&A. Et avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous donner les différents métiers que vous pouvez faire à l'issue de quelques années en M&A, laissez-moi juste vous définir un peu ce qu'est le M&A. Donc M&A, c'est un acronyme pour Mergers and Acquisitions, avec mon super accent anglais. En français, c'est fusion et acquisition. Concrètement, ça consiste à conseiller les entreprises dans des opérations de fusion, d'acquisition, de cession ou de levée de fonds. Il y a d'autres d'autres missions que vous pouvez effectuer, mais globalement, ce sont les principales. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme ce qui est écrit sur la slide, c'est un secteur clé en finance. Donc, beaucoup de boîtes effectuent de la croissance externe, donc effectuent de l'acquisition d'autres sociétés pour grandir. Donc, c'est un secteur qui est très clé. Vous en entendez sûrement beaucoup parler. Par exemple, même récemment, il y a quelques mois, années, je ne sais plus, Elon Musk a racheté Twitter. Donc, il a fait une acquisition de Twitter. Puis il y en a plein d'autres news dessus. Mais donc c'est un métier qui est très exigeant, mais très formateur. Et il offre une vue stratégique unique sur les entreprises et sur les industries. Et ce qui est bien, ce que j'ai mis dans cette phrase, c'est que on dit sur les entreprises et sur les industries parce que c'est vraiment un métier où, sauf si vous êtes sectorisé, il y a certaines banques d'affaires dans lesquelles vous allez travailler qui sont sectorisées. Mais globalement, vous avez quand même l'opportunité de découvrir plein de boîtes différentes avec plein de business modèles différents qui opèrent dans plein de secteurs différents. Donc forcément, ça vous développe énormément de compétences, une certaine curiosité et une grosse culture, disons, économique et financière. Et bon, j'y reviendrai, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est un vrai tremplin ce métier. Donc, bon, quand même, quelques points pourquoi ce métier est un métier tremplin, et j'y reviendrai, comme je l'ai dit plus tard dans la vidéo. Tout simplement parce que, premièrement, ça vous développe une expertise en analyse financière stratégique. Vous avez également une forte exposition aux dirigeants d'entreprise et à des transactions complexes. Et pour terminer, il y a des opportunités de transition vers des métiers prestigieux ou plus stratégiques, disons. Par là, je veux dire que comme vous travaillez directement avec les acteurs, si vous voulez être directement dans la stratégie de ces boîtes, et ben vous avez clairement des opportunités de rejoindre les boîtes que vous allez accompagner. Et par métier prestigieux, bon, je ne suis pas un fan de ce terme-là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis, mais je veux dire que vous pouvez, le M&A c'est considéré comme un métier qui est très prestigieux, donc vous pouvez également faire d'autres métiers qui sont de ce prisme-là de prestigieux à l'issue de votre expérience en M&A. Donc voilà concernant cette petite introduction. Ensuite, en fait, pourquoi est-ce que ce métier est vraiment un métier tremplin? J'ai donné quelques points juste avant, mais là, en termes de compétences, donc, ce sera divisé en deux grosses parties, la partie technique et la partie interpersonnelle, donc la partie soft skills. Sur la partie technique, bon, j'en ai beaucoup parlé sur ma chaîne YouTube. Si vous voulez en savoir plus sur les M&A, j'ai effectué plein de vidéos dessus, donc je vous invite à aller les regarder. Mais concrètement et brièvement, vous allez effectuer de la modélisation financière avancée, donc par exemple en effectuant des modèles LBO, des modèles DCF, des multiples comparables. Bon, là, en l'occurrence, sur les multiples, généralement, vous n'avez pas énormément de modélisation à faire, mais il y a quand même pas mal cet aspect, donc valorisation. Vous allez effectuer également des analyses stratégiques. Donc, quand vous allez essayer de présenter des marchés, vous allez essayer de comprendre les différentes industries. Pour des grosses fusions ou acquisitions, vous allez essayer d'identifier les synergies, les valoriser et vous allez également évaluer les différents risques pour conseiller au mieux la personne là ou les personnes que vous accompagnez. Et puis, il y a une partie aussi gestion de projet qui est très importante. Quand on est en M&A, on est le chef d'orchestre du deal. Donc il faut également savoir coordonner les différentes personnes avec lesquelles vous allez travailler, donc l'équipe qui va travailler autour d'un deal, que sont donc les juristes, les consultants, les banquiers, etc.
Ça, c'est sur la partie technique. Sur la partie interpersonnelle, donc sur la partie soft skills, j'en ai identifié 3 principales. La première, c'est la résilience. Donc, en effet, vous allez travailler sous forte pression et vous allez également beaucoup travailler avec des deadlines qui sont très serrés. Donc, vous allez développer cette résilience-là, cette endurance de travail. La partie communication, comme vous allez être amené, alors quand vous êtes stagiaire et analyste, peut-être un peu moins, mais plus vous allez monter les grades, plus vous allez être amené à communiquer directement avec le client, à présenter votre banque d'affaires, donc lors de pitch. Et l'objectif, c'est également de présenter les différents délivrables sur lesquels vous allez travailler d'une manière simple, parce que parfois vos interlocuteurs n'auront pas forcément un background financier. Donc tous les modèles sur lesquels vous allez travailler, vous devez les rendre digestes pour des personnes qui n'ont pas de connaissances très développées en finance. Donc ça, c'est sur la partie communication. Bon, sur la partie négociation, ça, c'est un niveau encore au-dessus. Si vous êtes directeur, managing director, en fait, vous allez jouer un rôle clé dans les discussions avec les clients et les parties prenantes. Donc, il faut forcément, c'est un peu lié à la communication, avoir certaines notions de négociation. Et donc, pourquoi est-ce que ces compétences sont clés et sont précieuses pour ensuite rebondir sur un autre métier? Parce que, en fait, ces compétences-là sont des compétences qui sont requises globalement par tous les métiers financiers, que ce soit le private equity, corporate development, le consulting. Et ça vous positionne en quelque sorte en tant qu'expert de la finance et de la stratégie parce que vous avez touché un peu à tout. Alors moi, j'aime pas trop le mot expert parce que justement, ce que je pourrais entre guillemets reprocher au M&A, c'est qu'on touche à tout et on n'est pas expert dans un domaine. Par exemple, en TS, on est vraiment expert de la partie financière, alors que le M&A, on est un peu un chef d'orchestre, donc on touche à tout. Donc on va être bon partout, mais on ne va pas forcément exceller, sauf exception bien sûr, dans un domaine en particulier. Donc bon, ça c'est juste une petite parenthèse, mais globalement, voilà, quand vous faites du M&A, vous êtes quand même une personne qui va être très, on appelle chassée, donc chassée par des chasseurs de tête. Vous allez avoir des personnes qui vont essayer de vous recruter pour différentes positions, pour lesquelles elles ont été mandatées pour recruter. Je ne sais pas si c'était très clair, mais j'y reviendrai de toute manière. Mais voilà, vous êtes des postes qui sont très recherchés. Ensuite, qu'est-ce que vous pouvez faire justement? Quelles sont les grandes options que vous pouvez faire après avoir effectué 1, 2, 3, 4 et plus années de M&A? Donc il y a plusieurs trajectoires. La trajectoire classico-classique, disons, c'est de faire du private equity. Il y a une vidéo justement que faire après du private equity que je vous inviterai à aller regarder, où je parle un peu plus en détail de ce métier-là. Mais j'ai également fait une vidéo qu'est-ce que le private equity, donc je vous invite à aller regarder ça si vous voulez en savoir un peu plus sur ce métier. Globalement, quand on est en PE, ce que j'ai mis ici, on investit dans les entreprises, parfois pour les restructurer, souvent pour les développer et puis ensuite tout le temps pour les revendre à profit. Pourquoi est-ce que c'est une suite logique? Parce que justement, vous allez développer énormément de compétences qui sont nécessaires dans le PE, donc analyse de deal, valorisation, structuration de deal, modélisation financière. Et puis également, il faut être un bon communicant, excusez-moi, parce que vous allez parler avec énormément de personnes, parfois dans une phase d'acquisition, quand vous êtes un fonds d'investissement, que vous voulez acquérir une boîte, vous allez également avoir une petite phase de séduction parce que vous n'êtes peut-être pas le seul fonds d'investissement intéressé par la boîte. Donc voilà, c'est important de bien savoir parler et d'avoir développé toutes les compétences que j'ai citées juste au-dessus de la slide juste avant. Donc il y a le private equity, PE, en option. Ensuite, vous pouvez également aller en corporate development. Ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs options. Parfois, il y a des grosses boîtes du CAC 40 qui effectuent beaucoup d'acquisitions pour se diversifier, pour aller voir de nouveaux marchés, etc. etc. Donc, vous allez pouvoir intégrer une équipe M&A d'un grand groupe. Donc ça, forcément, une équipe M&A, là, vous allez juste pas être de la partie conseil, vous allez être de la partie qui va être conseillée. Généralement, les départements M&A des grands groupes sont également conseillés par des banques d'affaires, mais vous allez avoir développé toutes les compétences, encore une fois, nécessaires. Donc, vous allez être en buy side, comme en private equity. Soit donc, dans un grand groupe, soit parfois, vous allez pouvoir rejoindre directement, en fait, des boîtes que vous allez avoir conseillées pour les aider dans leur croissance. Parfois, vous allez travailler sur un LBO, vous allez être conseiller M&A, vous allez avoir une start-up dans la tech qui va être accompagnée par un fonds en LBO. Donc, cette boîte dans la tech, elle va avoir comme stratégie d'acquérir plein d'autres boîtes dans la tête. Et si elle a beaucoup aimé travailler avec vous, vous allez pouvoir directement rejoindre cette boîte dans la tech. Je ne sais pas si j'ai été très clair, je pense que ça va. Si vous avez des questions par ailleurs, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire de cette vidéo. Mais donc voilà, vous allez pouvoir rejoindre ça. Et puis corporate development, c'est aussi pour des PME qui grandissent aussi par la croissance externe, par l'acquisition, par du M&A, sans forcément avoir du fonds, c'est un peu plus rare, mais ça existe. Donc voilà. Ensuite, vous pouvez faire du consulting en stratégie. Ça, c'est un peu plus rare, mais c'est toujours faisable. Si vous voulez rejoindre des gros cabinets de cab en stratégie,
et ben vous pouvez le faire parce que encore une fois, ce sont des compétences qui sont. Alors vous n'allez pas faire exactement la même chose, mais vous allez avoir développé tellement de compétences sur les outils Excel, PowerPoint, de rigueur, d'endurance de travail qu'au final, vous pouvez carrément décider d'y aller. Ça, je ne vois pas de grands problèmes. Alors, le seul point, c'est que les consultants en stratégie, enfin ces cabinets-là, parfois sont très picky, je veux dire par ça qu'ils ne recrutent pas si vous n'avez pas fait le top 3 ou parfois le top 2 ou le top 5 ou le top 4 parce que parfois les decks n'est pas, je sais que le M Lyon pour les cabinets de conseil en strat je crois passe au-dessus et j'ai fait les decks, hein, je dis pas ça pour dénigrer les decks, je crois que c'est un fait donc voilà. Je pense que c'est un peu compliqué si vous n'avez pas fait les meilleures études et si vous n'avez pas fait des très bonnes banques d'affaires, mais c'est faisable si vous avez fait des bonnes études et vous avez travaillé dans des très belles banques d'affaires. Et ensuite, le dernier point dont je voulais vous parler, alors il en existe plein d'autres, hein, par exemple en direction financière, etc. Ça c'est quelque chose qui se fait beaucoup, mais ici je n'en ai cité que 4. Et pour terminer, le quatrième, j'ai mis entrepreneuriat. C'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui voient le M&A comme une manière, déjà de mettre un peu d'argent de côté parce qu'ils savent qu'en entrepreneuriat, les premières années, c'est un peu compliqué pour sortir de l'argent. Et de deux, c'est une manière également d'apprendre énormément sur différents business models et d'appliquer justement toutes vos connaissances sur votre boîte que vous voulez créer parce que vous avez eu une idée, après avoir analysé un marché, après avoir travaillé sur une boîte, par exemple. Donc voilà, et sinon en fait, quelle est la progression? Je vais pas y passer des heures parce qu'il me semble que j'en ai déjà parlé sur une vidéo YouTube, mais généralement voilà, c'est comme ça que ça se passe dans un parcours classique en M&A. Alors il y a aussi, on peut rajouter entre le grade de vice-président à managing director, un grade de directeur, qui est souvent le cas. Mais souvent on passe 2 à 3 ans analyste, ensuite on passe associate, 2 à 3 ans aussi. 4 ans, 6, ça prend un peu plus de temps. VP, on reste, 4 à 6 ans, ça inclut le grade de directeur. Donc généralement, c'est ça, c'est 2 à 3 ans dans chaque grade. Puis après, on est managing director et on devient managing partner. Donc voilà un peu l'évolution si vous ne décidez pas de rester, si vous décidez de rester justement au contraire en M&A entre guillemets toute votre carrière. Mais sachez que parfois, je vois des gens dès 1 an de M&A qui peuvent directement aller en PE. Donc à chaque grade vous avez des opportunités, sauf si ça fait peut-être 1 ou 2 mois, là c'est un peu léger, mais par contre si vous restez plus d'1 an vous avez carrément des opportunités pour aller justement voir les métiers que j'ai cités juste au-dessus. Et pour terminer, alors comment réussir sa transition? Vous allez vous dire ok Hugues, tu n'es pas du tout la bonne personne pour nous parler de ça. Moi je ne suis pas forcément d'accord avec vous parce que j'ai pu justement voir énormément de personnes qui ont fait leur transition et j'ai pu leur poser des questions. Et elles m'ont donné des conseils. Et les conseils étaient généralement presque tous les mêmes. Le premier, c'est réseautage actif. C'est super important lorsque vous travaillez sur un deal, en fait, de garder contact avec les personnes avec lesquelles vous allez travailler. En plus, vous allez passer beaucoup de temps avec les entrepreneurs que vous allez conseiller. Donc voilà, ça vaut le coup de temps en temps d'envoyer un petit message et de continuer à maintenir les relations avec les personnes que vous allez travailler. Donc que ce soit les personnes que vous allez accompagner, vos clients, mais également les personnes avec lesquelles vous allez travailler dans des banques d'affaires, dans des fonds, etc. Donc, réseautage actif. Bon, ça, acquisition, certification. Certification, si vous pensez aux certifications dont je parle dans ma vidéo, elles sont plus pour des personnes qui ne sont pas forcément à un stade déjà aussi avancé dans leur carrière. Mais par contre, certification, là, ce que je voulais plus dire, c'était par exemple un MBA. Ça peut vraiment être quelque chose qui peut être top. Pour peu que vous soyez dans une banque d'affaires qui veuille bien sponsoriser un MBA, vous pouvez faire un MBA, puis ensuite, c'est un vrai accélérateur de carrière. Et puis après, il faut bien penser au timing. Parce que là, je vous ai montré juste avant ici les différents grades, etc. Vous avez des vraies opportunités quand vous passez associate. Analyste, c'est peut-être un peu plus compliqué parfois, mais après, si vous restez un peu trop longtemps M&A, ce sera difficile de changer de métier. Donc voilà, il y a un timing qu'il faut prendre en compte. Pas impossible, loin de là, mais un timing qu'il faut prendre en compte pour maximiser vos chances d'obtenir le poste que vous voulez. Donc voilà, c'était la première vidéo de cette série de vidéos que je vais sortir sur les évolutions de carrière. Que faire après avoir travaillé quelques années en M&A, en contrôle gestion, en audit. J'espère que ces vidéos vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.